consommer local. Le Sénégal, en fait, est à plus de 60% agricole. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous vivons en grande partie de l'agriculture. Mais vivre de l'agriculture, c'est produire. Mais pour produire, il faut valoriser. Parce que si vous ne valorisez pas, vous perdez une partie de la récolte. Et le consommer local doit nous permettre aujourd'hui, nous Sénégalais, au lieu d'acheter des produits qui viennent de l'extérieur, de consommer nos propres produits. Et ça, c'est extrêmement important pour le développement du pays. Vous prenez le cas de la mangue, aujourd'hui vous en trouvez dans le marché beaucoup, mais d'ici 3-4 mois, vous ne le trouvez plus comme produit. Mais si les femmes transforment ce produit, vous pouvez en tout cas l'utiliser et le trouver d'ici une année. Donc l'autre élément, donc c'est la conservation, c'est l'utilisation à une longue durée de nos produits qui sont locaux. Mais aussi, je crois que si on voit le secteur de la transformation et des produits locaux, c'est les femmes qui s'activent, en tout cas qui s'affairent. Ces femmes de Kébémer ont commencé avec plus de 2 millions de francs CFA en guise de fonds de garantie. Aujourd'hui, elles gèrent leur petit négoce avec toute la rigueur financière qui sied. Le business des TIC, c'est un créneau porteur mais qui tarde à décoller en Afrique. Pour inverser la tendance, une réunion se tient à Dakar, un camp de formation de 2 jours qui regroupe des participants venus de plusieurs pays africains. C'est à l'invitation du département d'État américain et de la Société de conseil en technologie de l'information et de la communication. Seydina Alundjigo. Le business des TIC est certes assez balbutiement en Afrique, cela n'en fait pas moins un moteur de croissance. C'est la conviction des initiateurs de ce panel. Ils comptent doter ces jeunes entrepreneurs d'outils innovants pour mener à bien leurs projets dans le domaine. C'est une bonne occasion pour réunir, pour partager les idées parmi les experts qui sont ici, les enseignants, les étudiants, tout le monde. Et cet événement va permettre essentiellement 2 choses. Le mentorat, le coaching, donc qui va permettre vraiment de renforcer les capacités des entrepreneurs, mais également donc va contribuer à faciliter l'accès à des financements. La formation, un impératif, l'accès au financement, un casse-tête pour les entrepreneurs. Face à la réticence des banques, les solutions sont à chercher ailleurs. Il y a que l'État doit mettre en place des instruments comme un fonds de garantie qui permet un tout petit peu de soutenir la demande de financement exprimée notamment par les jeunes entrepreneurs du secteur des TIC. Et je pense que tout ça, ce sont des solutions qui peuvent être mises en place pour trouver, pour apporter des réponses aux questions de financement de l'amorçage. Durant 2 jours, il sera beaucoup question d'échanges d'expériences. La cible commence déjà à bien prendre note. Nous allons rencontrer des partenaires, des gens qui vont venir pour financer certains projets innovants. Donc, je compte sur ces investisseurs-là pour pouvoir booster mon business. Au terme de ce camp de formation, un concours entre les 100 participants. Le lauréat aura pour récompense un voyage d'affaires aux États-Unis. L'État du Sénégal opte pour une nouvelle flotte de la pêche artisanale. Les autorités en charge du secteur veulent remplacer progressivement la flotte. L'annonce est du DG de la CIRN, Samba Ndiaye, était ce matin l'invité du magazine de la RTS, Kinkeliba. En fait, la pêche artisanale, quand même, est un secteur fondamental de notre économie nationale, en ce sens que cette pêche-là apporte 80% de notre capture nationale. Je dois juste rappeler que le secteur de la pêche fait quand même 200 milliards de chiffre d'affaires par année. C'est énorme. C'est énorme, c'est important en termes d'exportation. Et sur ces 200 milliards, je disais donc que 80% de cette capture est faite au niveau de la pêche artisanale. Donc, je crois que c'est normal, c'est tout à fait naturel que l'État du Sénégal pense devoir donc apporter ou moderniser cette flotte de pêche qui, d'une certaine façon, crée beaucoup de richesses. Cette modernisation a déjà démarré au niveau... C'est ce qu'on voit là à l'instant même. Voilà, par rapport d'ailleurs aux équipements de ce secteur, notamment en ce qui concerne les gilets de sauvetage. C'est à peu près combien de mètres là? Bon, là, nous avons... ce que vous voyez là, c'est un prototype de pirogue de 12 mètres qui a été fabriqué en Italie. Donc, comme son nom l'indique, il
servir de modèle aux pêcheurs. Vous savez, la population des pêcheurs artisanaux est évaluée, le nombre de pirogues, j'allais dire, est évalué à environ 20 000 pirogues. Mais vous savez, 20 000 pirogues, c'est énorme. Oui. Donc, dans les 5 ans, nous projetons de remplacer 3 000 pirogues. Samandiaï, le DG de la CIRN, interviewé par Pape Madi Diop et Aminata Angélique Manga. La douane sénégalaise, elle, a organisé hier une journée de solidarité au profit des veuves et orphelins de ses agents décédés avec pour thème orphelins et éducateurs. Cette journée a pour objectif d'assister ces veuves et orphelins et renforcer le fonds des œuvres sociales de la Direction générale des douanes. Louise Bidza. La question de l'épanouissement des orphelins et veuves, une préoccupation de la Direction générale des douanes. Il est vrai que si les parents sont épanouis, les enfants le sont aussi. Seulement, les choses ne sont pas aussi simples pour les enfants ayant perdu leurs parents. Pour les orphelins des agents de la douane décédés, une journée de solidarité agissante a été organisée à leur profit. L'objet de la journée de solidarité est dans l'intitulé lui-même. Donc c'est une journée de solidarité dédiée aux veuves et aux orphelins des agents des douanes qui sont décédés et qui sont donc aujourd'hui nos épouses et nos enfants. Ces veuves sont les épouses aujourd'hui de tous les douaniers et les enfants sont les enfants de tous les douaniers. Nous avons une obligation morale de les prendre en charge, en cas de les assister du mieux que nous pouvons. Déjà, un fonds de soutien à l'enfance orpheline a permis de distribuer durant ces 5 dernières années 196 millions de francs CFA à titre de bourse et aide scolaire à ces nécessiteux. Donc l'administration des douanes travaille à cela dans la discrétion. Au-delà de la symbolique de cette cérémonie, tous les jours, nous avons un fonds des œuvres sociales. Nous émettons des chèques, nous prenons en charge, nous faisons des distributions de vivres, nous prenons en charge les enfants malades, nous prenons en charge les veuves qui sont malades. Cette journée de la solidarité sera désormais institutionnalisée. Chaque année, nous allons l'organiser sur un thème. Cette année, orphelins et éducation. L'administration des douanes, soucieuse de raffermir l'esprit de solidarité au sein de son entreprise, entrevoit de mettre en place une fondation. Elle aura pour objectif de prendre en charge les besoins primaires des orphelins. Performance scolaire et nutrition sont intimement liées, c'est du moins ce que vient de confirmer la validation de l'impact des cantines scolaires sur les performances des élèves dans les zones rurales. L'étude a été menée par le CRES, le Centre de recherche économique et sociale de l'Université Cheikh Anta Diop. C'était en collaboration avec le ministre de l'Éducation, le ministère de l'Éducation nationale, nous dit Yorosar. 63% des écoles rurales ont bénéficié en 2011 de cantines scolaires sur un service offert à quelques 123 500 potages. De façon générale, l'augmentation des cantines scolaires a permis d'élever le taux de réussite des élèves et la fréquentation des établissements scolaires. Dans les écoles où les cantines sont implantées, il y a moins de retard. Dans ces écoles attirent davantage d'élèves. Nous avons constaté aussi que les résultats aux tests qui ont été organisés, ces résultats se sont nettement améliorés à la fin du programme. Et donc, taux de scolarisation et chance de réussir à l'école riment avec satisfaction des besoins primaires comme le manger et le boire. On est venu aujourd'hui pour amener une dose de justice, d'équité au niveau donc de l'ensemble des ménages. Comme vous le savez, l'école constitue dans notre pays, je peux dire, le principal ascenseur social. Il permet à quelqu'un d'éclaircir sa condition sociale, peut-être de pauvreté, à une condition sociale plus acceptable. Donc aujourd'hui, avec cette politique des camps scolaires, l'État est aujourd'hui en train de mettre en place une politique de justice, une politique d'équité pour que l'ensemble des enfants, quelle que soit leur famille d'origine, puissent avoir les moyens d'aller en classe, les moyens d'étudier et de faire de bons résultats. Autrement dit, les cantines scolaires constituent des outils performants de lutte contre la précarité sociale et pour la démocratisation de l'éducation. Demain, la feuille de route pour l'équité et la justice éducationnelle est donc toute tracée. Au-delà de l'augmentation des salles de classe, du recrutement d'enseignants et de la réduction des distances et des frais de scolarité, il s'agit de placer le combat contre la faim au cœur de toute politique éducative. À ce titre, la généralisation des cantines scolaires permettra de tisser des relations de complicité positive entre la situation alimentaire des enfants et leur performance scolaire, tant il est vrai que ventre affamé
n'a point d'oreille. Yorosa, nous restons toujours dans le secteur de l'éducation, mais cette fois-ci pour parler des habitants du quartier de l'aéroport Léopold Sédar Senghor qui dispose désormais d'un institut islamique, un bijou, fruit de la coopération entre le Koweït et le Sénégal, qui va permettre d'offrir aux enfants de cette localité une éducation islamique de qualité. Fatou Diouf a assisté à l'inauguration de l'institut. C'est un complexe islamique bien équipé. Composé de 24 salles de classe, ce bijou a coûté plus de 400 millions de francs CFA. Une aubaine pour les apprenants du Coran qui vont ainsi trouver un cadre idéal pour la mémorisation du livre saint, grâce à l'ONG Arpieka. Une belle opportunité également pour les parents qui n'auront plus à parcourir de longues distances à la recherche d'écoles coraniques pour leurs enfants. L'aéroport étant un peu excentré, nous avions toujours pensé que nous avions besoin d'une école d'excellence qui va former des futurs leaders qui aujourd'hui maîtriseront le programme académique officiel de l'État, mais aussi des personnes qui sont imbues de valeurs islamiques. Aujourd'hui, notre ambition en tant qu'association, nous voulons contribuer, comme l'a dit monsieur le ministre conseiller tout à l'heure, au programme de développement de ce pays. Cette initiative s'inscrit en droite ligne avec la politique de l'État pour la réforme de l'enseignement arabo-islamique, dira Imam Baïgnan, ministre conseiller. Il a également magnifié l'excellence des relations entre le Koweït et le Sénégal. Au nom du président de la République, au nom du peuple sénégalais, nous adressons nos vifs remerciements au peuple koweïtien, au gouvernement de l'État du Koweït, à Solmani Sabah Al-Ahmed, pour tout ce qu'ils font pour le peuple sénégalais. Nous remercions également l'ONG Arpieka qui a tout fait pour que ce financement, pour que cette réalisation soit possible. Dans ce complexe islamique, les enfants y étudieront en plus des enseignements coraniques, l'arabe et les programmes académiques officiels du pays. Une belle initiative de cette association qui veut former de jeunes leaders imbus de valeurs islamiques. Fatou Diouf, nous quittons à présent Dakar pour aller au nord du Sénégal avec la région de Saint-Louis qui a accueilli la foire de la formation professionnelle et technique de la zone centre-ouest. Pendant une semaine, les réalisations des différents centres de formation seront exposées, nous dit Aïssatou Traoré. C'est avec une forte délégation que le ministre en charge de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi est venu, aux côtés du duché de Luxembourg, procéder à la cérémonie officielle marquant l'ouverture de cette foire. Comme le disait le chef de l'État dans son programme Yonu Yokouté, je cite, « Il n'est de développement sans amélioration de la qualité des formations, l'accroissement du niveau général des compétences. » Les stands que nous allons visiter tout à l'heure vont illustrer de l'importance et du rôle de la formation professionnelle et technique pour offrir à nos jeunes la possibilité d'éclore leur créativité et d'être compétitifs dans le marché de demain. Je voudrais réaffirmer ici et la fierté de la coopération luxembourgeoise d'être à vos côtés et son engagement de commencer avec vous un nouveau cycle quinquennal qui va être celui de la consolidation des acquis de ce cycle actuel, mais aussi son élargissement et son ouverture à 4 régions du centre avec lesquelles nous comptons cheminer avec autant de succès. Cette rencontre qui a pour thème la formation professionnelle face aux défis de l'emploi des jeunes vise la promotion de la jeunesse dans tous les secteurs d'activité. Il faut que les jeunes sachent qu'aujourd'hui, donc, pour que le Sénégal puisse développer, donc il nous faut impérativement que l'on puisse développer l'enseignement technique. Alors, en formation professionnelle, il n'y a pas de filles, il n'y a pas de garçons. C'est des connaissances, c'est des compétences qu'il faut acquérir. Pendant toute une semaine, les écoles de formation professionnelle et technique vont exposer leurs réalisations au public saint-louisien. Une manière pour ces acteurs engagés d'inciter certains jeunes à opter pour ces filières porteurs est très en vogue. Aïssatou Traoré, Saint-Louis, nous y sommes, Saint-Louis, nous y restons avec le Britannique militaire Charles Toré de Saint-Louis qui a primé ses meilleurs élèves. La cérémonie qui a eu hier, qui a eu le 6 juillet.